Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Mais ça tout de suite. Ça, tout de suite, ça m'étonne pas. On va regarder ça et puis on vous dira après ce qu'on en pense. Donc, on va peut-être faire un retour sur les autres versions. Enfin, la version de 90 plus la première partie. Avant la bande-annonce ? Non, pas avant la bande-annonce, mais je veux dire juste après la bande-annonce. Comme vous voulez. Voilà, comme vous voulez. Merci. Tu peux vous voyez maintenant. Non, j'ai dit. Je suis fatigué, j'ai mis une casquette parce que je suis pas coiffé. Je rentre de 8 heures de route. Là, reviens de Normandie, je suis un peu fatigué. Et moi, je sors d'une journée de taf. Ouais, voilà, donc on est un peu naze. Il est quelle heure ? Il est minuit. Il est minuit, on fait une émission sur le cinéma. Voilà, c'est la séance de minuit. C'est ça. Allez, on envoie la bande-annonce. Ça, chapitre 2. I dreamt of you. I craved you. I've missed you. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. You lied. And I died. You lied. And I died. On va peut-être faire un tour avant de parler du film. Ouais. Hein. Rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a De base, que c'est un roman de Stephen King. C'est le maître de l'horreur en termes de roman. C'est qu'il y a eu une première version dans les années 90. Un téléfilm. Voilà. Alors, c'était pas un téléfilm, disons que c'était une mini-série en 2 parties. Donc, c'était un film de Tommy Lee Wallace, avec dedans l'excellente composition de Tim Curry. Ouais. Tim Curry, l'acteur qu'on a pu bon. voir dans Horror Picture Show, un film culte qu'on ne présente plus. On se souvient tous du diable qu'il y a dans Legend de Ridley Scott. Alors... C'est le plus beau maquillage du cinéma, c'est le diable de Legend. Ah ouais, voilà, et c'est Tim Curry qui l'incarne. Le téléfilm de 90, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, grosso modo ? Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est compliqué, c'est que je l'avais pas vu du tout, et je l'ai vu après avoir vu le chapitre 1, il y a 2 ans. Ah, ça a dû te faire un choc. Et ouais, je vous avoue que j'y reconnais ses qualités qui sont très bonnes, comme l'acteur, mais je me suis un petit peu ennuyé. Ouais, c'est normal, c'est un rythme. Parce que malheureusement, tous les codes de l'horreur ont changé, parce que il y a eu beaucoup d'améliorations en termes de technique, et que ça m'a un petit peu sorti du truc. C'est un rythme télévisuel, c'est-à-dire qu'on sent les pages de pub, les fondus au noir avec les pages de pub derrière, donc forcément c'est un autre rythme. Mais après, on reconnaît quand même que l'histoire, c'est du Stephen King, tu vois. L'histoire est bonne, ça m'a accroché, je l'ai quand même regardé jusqu'au bout, même si j'ai trouvé ça longué. D'accord. Bon, moi je l'ai vu dans un autre contexte. Il faut savoir que ce film, il est de retour, il est culte parce qu'il a fait les beaux jours de tous les vidéoclubs. Ah oui. Et il a terrorisé des tas de générations à ce moment-là. En France, il est sorti quand ? En 90. En 90 aussi, ouais, j'étais même pas né, c'est pour ça. Donc, c'était aussi Warner qui distribuait le film à cette époque-là. Voilà. Mais Tim Curry, dedans, il est beau, il est très bon. Impérial. Mais du coup, il terrasse tous les autres acteurs. Ah, le problème, c'est que moi, je retiens effectivement que Tim Curry. Ah oui. J'ai revu la première version il n'y a pas longtemps. J'avoue que je suis comme toi, je me suis ennuyé. Bon, je ne l'ai pas revu de la même façon, même avec la nostalgie ou la poésie. On sent vraiment que les acteurs, ils n'ont pas beaucoup de charisme. C'est des acteurs de télé, hein. Voilà, c'est pas du tout. Non, il y en avait quelques-uns qui venaient du cinéma, Richard Masur ou John Ritter, mais c'était pas. Ils sont pas transcendants. Voilà, disons que c'était la mise en scène qui n'était pas folle dingue, quoi. Non, c'est vrai. C'était pas Muschietti, quoi. Ça compte dans l'histoire des adaptations de Stephen King. C'est un film qui compte. Voilà. Exactement. Passons à ça, chapitre 1, voilà, qui est sorti donc en 2017. Et qui a quand même fait son petit effet aussi, parce que ça a été un carton international. Je crois que c'est 700 millions de dollars sur le globe, 2 millions en France. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans cette version-là, c'est que l'intention de Andrés Muschietti, donc le réalisateur, c'était d'en faire 2 chapitres. Ouais, je t'avoue que c'est le film qui m'a fait découvrir un petit peu Je savais qu'il était ce clown, mais je m'étais jamais intéressé. Et quand je suis allé voir ce film au cinéma, parce que tout le monde disait qu'il était super, j'ai pris un retour de claque monumental, c'est-à-dire que c'est un des films d'horreur de ces dernières années qui a une qualité la plus folle. Je dirais pas que c'est un film d'horreur personnellement. C'est un film fantastique. C'est plutôt un film d'action avec des côtés horrifiques parce que au-delà de ça, je pense que c'est plutôt un film mélancolique parce que moi, ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est pas le côté horrifique. Ce que j'en retiens, c'est l'histoire de ces jeunes. Parce que c'est pas le centre principal du film. Alors là, peut-être qu'il serait intéressant de faire une parenthèse, c'est que ça, en fait, c'est ce genre de film, ce film à bande de potes, quoi. Les influences sont directement tirées des années 80. Quand on regarde ça, chapitre 1, on pense tout de suite à Stand By Me, voilà, qui est aussi une nouvelle de Stephen King.
et qui est exactement en fait la même ambiance, même les Goonies, tout ça. Voilà, ouais, mais c'est plus Stand By Me parce que Stand By Me c'était une nouvelle de Stephen King. Oui. C'était un registre dramatique. Le thème du film c'est l'enfance qui s'en va, comment l'enfance traite la peur et qui laisse place en fait dans le chapitre 2 plus tard à comment l'adulte traite la peur et gère la peur. Voilà, parce qu'en fait le mal se nourrit de la peur des autres, quoi, hein. Grosso modo, c'est le message du film, plus ou moins résumé. Non, il y a cette mélancolie et cette nostalgie, parce qu'en fait, je crois qu'il déplace l'histoire de ça dans les années 60, il la recontextualise dans les années 80. D'ailleurs, il y a un petit indice, dans le cinéma, vous voyez, Batman et Lethal Weapon 2. Ouais, c'est vrai. Donc L'Arme Fatale 2. Ouais. Il a dit, je veux faire mon hommage aux années 80. Bien sûr. Ce qu'on retrouve même à la fin dans le dernier plan du chapitre 2. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec Freddy Krueger. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il fait un plan C'est pas Tarantino qui a dit qu'il avait copié... Non, moi je pense que c'est plutôt un hommage, parce qu'à la fin, il le dit clairement. Il y a un plan sur le cinéma et on voit le Freddy 5. Alors pas Freddy le premier, Freddy 5. Qui est l'enfant du cauchemar, je crois. Alors la grosse différence avec la première version de 90, c'est que là, nous n'avons plus affaire à un clown qui ressemble à un clown, mais à un clown plutôt victorien, très stylisé. Ça, c'était la grosse force du film, le premier chapitre, c'est que c'était très stylisé. Il y avait une excellente photographie, il y avait une mise en scène magnifique. La bande de jeunes, on retrouvait donc le jeune de Stranger Things, très bon. Qui est très très bon. Et puis il y avait surtout cette fille qui joue Bev, comme dans le roman. Ouais. Elle était, moi personnellement, elle a volé la vedette à tout le monde dans ce film, même au clown. C'est-à-dire cette petite trouve. Ah oui, moi complètement. Cette fille-là, elle m'a, son jeu d'actrice, j'avais l'impression d'avoir un jeu vraiment approfondi. Je trouvais qu'elle avait l'histoire la plus poussée, voilà, avec son père et tout ça. Bon, il y avait quelque chose. Ses relations avec les adultes, avec le pharmacien. Elle joue avec les gens. Hein. Tous, mais ce personnage-là ressortait du lot. Ah ouais, tu vois, comme quoi on perçoit pas les choses pareilles. C'est elle qui fait le lien en fait avec tous les potes. Et la mise en scène est extraordinaire. La photo est sublime dans ce film. Là, il n'y a rien à redire. Hein. Derry est filmé d'une façon... oui. On pense à Stand By Me, on pense à tous ces films qui sont tournés avec un magnifique scope. On a presque envie d'y vivre, mais sans le clown. Voilà. Il faut savoir que Derry, c'est la ville qui est souvent utilisée dans les romans de Stephen King. Est-ce qu'on peut parler un peu des origines du clown ? Les origines du clown, c'est ce qui a été un petit peu mis de côté dans ce film, d'ailleurs. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est une entité diabolique qui a été créée des milliers d'années, bien avant en fait, l'être humain et le monde, et qui a été créée dans le Macroverse, je crois. On part du début, en fait, ça vient de la Tour Sombre. Hein. C'est ça. Grosso modo, il y avait 6 gardiens. Je serais justement très, très intéressé de voir un film sur la Tour Sombre. Oui, mais il y en a un de Tour Sombre, mais ça a été un bide absolu avec Matthew McConaughey. Je ne l'ai même pas vu, tu vois. Voilà, donc bon, bref. Et alors le refaire par Muschietti alors. Et en fait, de cette tour sombre, il y a plein d'entités maléfiques qui en sortent. Et donc ça sort du faisceau concernant la tortue. La tortue qui est, selon la tour sombre, est l'animal qui crée la planète Terre, enfin les humains et tout ça. Et c'est très, très méta. Hein, voilà. Et tu sais que cette scène de la tortue a été tournée. Et ils vont la rajouter à la version longue. Non, mais il y a plusieurs références aussi à la tortue, là. On le voit jouer avec une tortue verte, en Lego. Et à un moment donné, ils sont une tortue dans l'eau. Oui, non, bien sûr. La tortue Mathurin. Mais ce que je veux dire, c'est que cette scène-là a vraiment été faite sur les origines de Pennywise. Elle est faite. Ouais. Voilà, il n'y a pas eu de fin, d'adaptation vraiment fidèle du roman. Hein. C'est vraiment une adaptation d'Andrés Muschietti. Ça reste très premier degré, très terre-à-terre. Bon, il y a une entité maléfique, mais ça s'arrête là. Moi, j'aimais bien le côté très terre-à-terre parce que c'est très enfantin. Et c'est bien de laisser un peu de mystère parce qu'on ne sait pas d'où vient en plus. C'est vrai que moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, c'est des origines un peu complexes qui font partie de la mythologie de Stephen King. On dit aussi qu'il y a les créatures de The Mist qui viennent aussi de cette tour sombre, qui se sont échappées aussi. Enfin, j'aime bien The Mist d'ailleurs. Il y a des tas de choses, je crois, voilà, comme il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans la ville de Derry, comme le fléau, voilà. Il y a plein de choses. Voilà. Tu penses que du coup, Muschietti, il ouvrirait pas une sorte de Stephen King verse ? Non, je pense pas. Et je pense qu'il faut. Moi, je serais intéressé de voir Muschietti maintenant dans un autre. Parce que c'est un très très bon réalisateur. Oui. Et il y a des plans magnifiques quand on voit cette intro et qu'on sort du tunnel comme ça et qu'on voit le hit, donc le titre en anglais. Dans le 1 ou dans le 2, je sais plus si dans le 1 ou le 2. Je sais plus, je les mélange. On voit ce hit qui flotte, voilà, juste sur l'eau. Ça, c'est extraordinaire. Il y a un moment donné aussi, on voit un des jeunes qui joue au puzzle, je crois que c'est. C'est génial, c'est Stanley, la caméra arrive dessous. Avec la caméra qui arrive dessous. Et voilà, donc c'est des plans qui sont. Toutes les transitions de son film. Il y a un moment donné aussi, il y a un jeune qui, je crois que c'est
Et Stanley aussi, pareil, il redresse un tableau. Alors le plan part de travers, et quand il redresse le tableau, la caméra... Oui, c'est dans la pièce du... Oui, dans la première... Avec dans la femme dans la et synagogue. la tête bizarre, oui. Ouais, la femme à la flûte. Voilà, c'est plein de trucs comme ça, donc c'est un très très bon réal, hein. Là, il n'y a rien à dire. Donc 27 ans plus tard, les adultes sont devenus enfants. Et les enfants sont devenus adultes. Enfin, les enfants sont devenus adultes, c'est la fatigue. Et forcément, le monstre revient, l'entité revient. Et puis elle revient comme il faut. Hein. Il y a Mike Hanlon qui réunit en fait toute sa bande, qui a trouvé la façon, via un chaman indien, pour détruire définitivement l'entité, qui réunit la bande, mais il faut qu'ils soient tous ensemble pour pouvoir lutter. Voilà. Grosso modo, c'est très très simple. Ça, chapitre 2, moi personnellement, j'ai été énormément déçu. Le film est 10 fois trop long. On dit toujours, ce film-là, il y a 10 minutes en trop, 5 minutes en trop. Non, dans ce film-là, il y a 45 minutes en trop. Quand je regarde un film et que je m'ennuie, c'est pas bon. Et là, j'avoue que dans celui-là, je me suis ennuyé un paquet de fois. Et pourtant, j'avais envie d'aimer ce film. J'avais adoré le premier, j'avais adoré l'ambiance du premier. Et il n'y a plus du tout l'âme du premier. Parce que, malgré le fait qu'il y ait une longue intro de repas où on voit tous les adultes se réunir, ça fonctionne pas. Pour moi, le montage est complètement loupé. Je dis pas que c'est un mauvais film. Je dis juste que le film est 10 fois trop long. Et le film est plein de bonnes choses. Il y a Bill Hader qui a une histoire dedans qui est extraordinaire. Et je trouve ça dommage parce que cette histoire d'homosexualité refoulée et qui finit en fait par ressortir et tout ça, je trouve que c'est une chose excellente dans le film, mais c'est noyé dans du n'importe quoi pendant tout le film. Et il y a la fin... C'est quoi que t'appelles n'importe quoi ? Les scènes d'artefacts, je veux pas dire, mais elles sont très mauvaises. Oui, les jumpscares sont pas bons. Franchement, je me suis pas fait avoir une seule fois sur la plupart des jumpscares. L'âme du film, elle y est plus. C'est-à-dire que moi, je suis déçu. Et je pense que c'est pas un problème du réalisateur, c'est pas un problème des acteurs, c'est pas un problème des moyens. Je pense que c'est un problème de montage. Ce film a un montage qui est extrêmement mauvais. Et il dessert complètement le film. Moi, James McAvoy qui devient Bill, ça fonctionne pas. Jessica Chastain qui joue Bev, justement, qui était extraordinaire dans la première partie, elle est complètement inexistante dans la deuxième. C'est-à-dire qu'à part la scène où elle est avec la mamie, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Après, je ne dis pas que c'est mauvais, ça se regarde quand même avec agréablement, mais on est très très loin du niveau du premier, ce qui fait que je trouve que quand je vois sur les réseaux sociaux qu'on va avoir une version de 6 heures, j'ai peur. Alors, soit on nous rajoute des choses qui étaient dans le roman et qui ont été filmées, comme tu disais, avec la tortue. Alors là, je suis d'accord, peut-être que ça ajoutera quelque chose. Mais si c'est pour rallonger ce qu'on a vu dans cette partie-là, non, c'est pas la peine, parce que c'est déjà trop long. Plutôt que de faire des scènes d'action genre blockbuster américain quelconque classique, à la fin, le ça, il disparaît, on se demande... Voilà, sans plus, quoi. Je sais pas, c'est pas impressionnant. Enfin, il n'y a pas de finesse. À aucun moment j'ai ressenti de l'ennui, c'est-à-dire qu'on est arrivé au truc final, je me suis dit déjà. Ah non, pas du tout. Non. Et je me suis dit putain merde, le film est déjà passé, fait chier, j'avais pas envie que ce soit fini et non, à aucun moment j'ai ressenti de l'ennui, surtout des artefacts, ça m'a pas dérangé parce que ça permettait de revoir l'adulte en parallèle de l'enfant dans sa terreur et de les confronter l'un à l'autre pour revenir à une scène où réapparaît le clown. Ça nous permet de revoir le clown qui pour moi... Qu'on voit beaucoup moins dans la deuxième partie. Malheureusement, mais bon, c'est pas le personnage principal. En plus, c'est-à-dire le film ne s'intéresse pas du tout à lui. Hein. Mais c'est pas le personnage principal en vrai. Oui, mais enfin bon, c'est ça. Donc, moi, je l'aime ce clown, mais... bien sûr, j'aurais voulu le voir plus. Tout le monde. Vous voyez 4 minutes dans le film contre 10 dans le premier. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais tu le vois sous d'autres formes. Mais oui, par contre, numériquement, on le voit un paquet de fois. Hein. Ça fait partie d'un de mes petits défauts, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. C'est qu'à aucun moment, je me suis ennuyé. Cette scène des artefacts m'a pas du tout dérangé. Au contraire, je trouvais qu'elle était parfaite pour montrer Enfin, parfaite. Elle était cool pour montrer vraiment comme j'ai dit, l'adulte face à l'enfant et se comparer à la même peur avec deux réactions peut-être un peu différentes. Ça, je comprends le fond, mais si tu veux, ce que je reproche, moi, c'est pas le fond, c'est la mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait tous qu'ils doivent aller chercher un objet. Ouais, tu passes de l'un à l'autre. Premier personnage, deuxième personnage,
troisième personnage, quatrième personnage. Ils sont 5. Hein. Ça m'a pas dérangé. Mais pour dire que c'est long, parce qu'en plus, c'est pas des trucs ouf qui leur arrivent. Hein. Et puis, alors, les artefacts, on se demande mais comment ils ont réussi à les avoir. Et à un moment donné, on sait même pas. On a l'impression que c'est le clown carrément qui leur donne eux-mêmes le artefact. Alors, je comprends du bateau. Ouais, je comprends plus trop. Donc, c'est pourquoi c'est le clown qui leur donne le machin, alors que il va pas donner un truc qui va le permettre de le détruire, tu vois. Oui, et à un moment donné, il y a des choses qui vont pas. C'est pas clair. C'est foutraque. C'est pas que c'est mauvais, c'est foutraque. Ce montage, pour moi, il est bordélique. Alors, il y a des hommages au film de Carpenter, The Thing, avec la tête, avec les pattes qui sortent, et tout ça. Il y a plein de choses comme ça. Il y a le Bibi Pritchie de la première version. Non, il y a plein de choses qui font que ça aurait pu fonctionner à donf. Alors, il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, hormis James McAvoy avec le premier jeune, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout la filiation. Tous les autres, je trouve ça extraordinaire. Putain. Surtout le personnage d'Eddie. Eddie enfant et Eddie adulte, on dirait que c'est le même. C'est Ben. Les yeux, le même. Je revoyais, alors que physiquement, c'est pas les mêmes. Hein. Ah oui, mais moi je suis d'accord. Mais moi, je le revoyais dans les yeux, c'est incroyable. James McAvoy, on sait que c'est parce qu'il fallait quand même une star au film, ils ont mis une star. Moi, c'est mon petit bémol. Non pas parce qu'il lui ressemble pas, parce que bon, c'est possible. Hein. Il y a des gens qui changent beaucoup d'adulte à l'enfant. C'est qu'on le voyait pas assez, il était effacé. Complètement, mais bon, je pense que c'était un peu voulu parce qu'on. C'est dommage. Le personnage. Ouais, mais c'est vrai que son histoire. Bon, il y a une référence à Stephen King. Bien sûr. L'histoire des fins qui fonctionne jamais. Ça, c'est un. C'est génial. Ça, c'est génial. Voilà, c'est un reproche qu'on a fait à Stephen King dans à peu près tous ses romans, à part qu'un ou deux. D'ailleurs, Stephen King, on le voit dans le film. Voilà, il fait un caméo, ouais, certes. Voilà. Et on voit aussi Andy Muschietti dans le film. Oui. À la pharmacie, derrière la. On voit aussi Xavier Dolan au début. Ouais. Dans l'intro. Alors, moi, l'intro, je la trouve parfaite. Ouais. Non, mais là, l'intro, elle est. Elle te met. Je l'ai vu en IMAX. Ouais. Je prenais les coups de poing en même temps. Ouais. J'étais pas bien. Quand tu vois le clown se baisser à la rivière, ça m'a frissonné. L'intro, j'avais espoir. Hein. Quand j'ai vu l'intro, j'avoue que ça m'avait. Puis en plus, c'est un thème qui revient dans le film. Donc je pense que c'est un peu le fil conducteur. Parce que... L'homosexualité, l'homophobie, complètement. Ouais, complètement. Et puis l'histoire de ce petit jeune là qui est homo et qui veut le cacher par de l'humour débile et stérile. C'est ça. Je trouvais ce moment-là, si vous voulez, c'est la petite perle de ce film. On est d'accord. C'est le truc qui est très émouvant et Bill Hader le retranscrit parfaitement. Qu'est-ce qu'il est bon, lui. Voilà. Et pour moi, c'est la grosse surprise du film, c'est lui. Hein. Ah oui, complètement. Et complètement. C'est dommage parce qu'à la fin, on retrouve pendant les 5 dernières minutes, en fait, mais uniquement les 5 dernières minutes, ce qui est très peu, c'est à ce moment-là qu'on retrouve l'esprit du premier. La scène de Ben et de Bev quand ils s'embrassent, je la trouve magnifique, quand ils ramassent les lunettes et tout ça. Vrai. Je trouve que cette scène, elle est sublime. Mais on revoit la même scène où Bev saute par-dessus la falaise. Certes, on le voit arriver, mais c'est symbolique et c'est beau. Pour moi, c'est un problème de montage, c'est le problème du monteur. Peut-être un peu le problème du scénar. Alors, il faut savoir que le scénariste, c'est Gary Doberman. Hein. C'est un Abel 3. Hein. Donc, qu'on ne parle pas de l'histoire extraordinaire, quand même. C'est vrai que j'ai vu ça, mais l'histoire, ça reste Stephen King, quand même. Mais bon, ils ont des tas de choses. Hein, la partie cosmique, l'entité. En plus, dans le roman, il se transforme en Dracula, en requin des dents de la mer, en des tas de choses. Hein. Ça, vous ne le voyez pas du tout dans le film. Hein. Donc, c'est compliqué aussi. Hein. Voilà. Et à la fin, quand ils détruisent le monstre, c'est grâce à une inondation de la ville de Derry. Ça, on ne le voit pas du tout. Il y a juste la maison qui explose, et puis basta, hop. On a détruit la bête et c'est fini, quoi. Ouais. Moi, j'ai adoré, hein. Vraiment, j'ai adoré. Et je trouve que le 1, pour moi, je ne peux pas le départager du 2 maintenant. Les deux vont ensemble. Alors, tu vois, il y a des choses où on s'étale pendant 3 heures dans le film. Il y a des choses subtiles où on aurait pu, justement, l'histoire de Stanley, tout ça, et qui est plus littéraire, je dirais, tu vois. Totalement. Et c'est dommage qu'on s'attarde. Alors, peut-être dans la version longue, il y aura moyen. Mais là, tu vois, j'avais l'impression de voir une série. Dans ce chapitre 2, c'était comme ça dure 2h45, on est plus dans un état d'esprit série. C'est-à-dire que ça aurait pu être en plein milieu l'épisode des artefacts, le ventre mou de la série, tu sais, l'épisode de transition qui fait que... Mais au cinéma, c'est... Je l'ai aimé ce passage. Hein. Ah non, moi, ça me permettait de revoir le coup. Ah non, moi j'ai vu la mécanique. Mais oui, on le voit. Mais la mécanique me dérange pas, c'est pas grave, c'est dans l'ordre, c'est pas grave. Ouais, mais tu l'as vu dans le 1, tu l'as vu 3000 fois dans le 1. C'est vrai que tu l'as vu dans le 1. Et dans le 2, là, quand tu vois et ça... Plus c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise. Comment c'est monté de la même façon que dans le premier. Ça m'a pas dérangé. Mais j'ai aimé le premier, donc. Mais ça m'a pas dérangé. Bon, ah bah oui, moi, bon. C'est vrai que pour revenir à toi, c'est vrai que le montage est simpliste. Par contre, gros défaut du film, je suis d'accord. Mais c'est pourquoi ne pas avoir tourné les scènes des gamins tout de suite après le premier? Oui, trop de CGI. Non, parce que, c'est mon défaut, c'est la CGI. Hein. Il y en a trop. Sans parler de CGI, on voit qu'ils ont été rajeunis. On voit qu'ils ont surtout 2 ans de plus et ça se voit quand on est ado, c'est énorme, quoi. Là, par contre, ça fonctionne pas du tout. À un moment donné, il y a un gros choc. C'est vrai.
on est là. Ça va, mais tu vois que c'est de la CGI. Mais il faut un petit moment pour s'adapter, se dire bon, on va faire semblant de croire que c'est pendant la même époque que ça le m'a premier. pas trop dérangé, mais ça se voit. Moi, j'ai aussi, à un moment donné, il y a un petit moment d'adaptation. C'est la fatigue, c'est quoi? Il est minuit 40, il est l'heure d'aller se coucher. Ouais. Ça fait 40 minutes qu'on parle. 40 minutes qu'on parle de ce film. Donc on va faire une conclusion. Vas-y. Voilà. Donc moi... Parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Oui, donc je laisserai les notes positives pour ce film à mon ami. Il a tout à fait le droit de le trouver, il est très très bien. Moi, c'est une grosse déception. Et je suis en colère parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Et franchement, cette suite est très très en deçà de ce magnifique film qui est ça, chapitre 1. J'avais adoré pour son ambiance à la Stand By Me. Et aussi pour voir un film d'horreur qui pour une fois tenait la route. Enfin, un film d'horreur d'action, c'est pas trop, hein, c'est plein de genres mélangés. C'est même du drame, ça, je pense. C'est une métaphore sur la peur, la jeunesse, comment ça évolue quand on arrive à l'âge adulte, l'amitié qui se casse. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont chers à King et qui sont très très beaux. Et c'est pour ça que c'est une grosse déception parce que c'est des choses que j'ai pas retrouvées dans la deuxième partie et je trouve ça très dommage. Voilà. Ouais, moi j'ai retrouvé cette amitié brisée et ça m'a essayé de recréer une amitié avec des souvenirs effacés, ça m'a touché. Je sais pas, parce que moi j'ai des amis que j'avais avant qu'aujourd'hui je vois plus et tu vois ça te touche d'une certaine façon. Tu te dis putain, je me rappelle, j'ai vécu des choses avec ces gens-là, aujourd'hui je les vois plus et si demain on était amené à se rencontrer, on pourrait pas se retrouver comme si on s'était jamais quitté. C'est pas possible. Je comprends. À part avec mon meilleur ami, mais c'est pas possible. Je comprends. Après bon, je pense qu'il y a des films qui ont été bien meilleurs que ça qui traite cette partie-là. Ouais, voilà. C'est que j'ai pas dû les voir. On va finir sur des notes positives. Oui, il y a quand même des très belles choses dans le film. Je l'ai dit dans l'émission, il y a Bill Hader, il y a son histoire, ce sujet sur l'homophobie. Voilà, il y a des choses qui sont... Et de comment on l'a traité avec le temps. Avec le temps, hein, cette fois-ci, c'est pas juste sur l'instant, c'est traiter son homosexualité avec le temps. C'est vrai. Et ça, la scène avec le petit de Stranger Things et Bill Hader, je trouve que c'est vraiment le point fort du film. Et peut-être rien que pour ça, ça vaut le coup de sauver le film. Voilà. Pour moi, c'est la grosse note positive et c'est ce qui m'a le plus plu dans le film. Voilà. Moi, je vais commencer par mes notes négatives. Comme je l'ai déjà dit, c'est le retrait de McAvoy, qui est un excellent acteur, qui est trop en second plan, c'est dommage, et trop de CGI. Tout le reste, j'ai adoré. Je sais pas, je peux pas dire que j'ai pas aimé, ce serait mentir, parce que quand je dis, que je le redis une fois, quand j'arrive à la fin et que je me dis déjà... c'est que je t'apprécie en général, sinon tu sais que tu t'ennuies, tu vois ce que je veux dire. C'est que tu voulais en voir... moi j'aurais aimé en voir plus, même c'est bizarre, enfin je sais que... Il y aura peut-être un 3, c'est pas... Non, ça non. Ils ont dit que c'était pas... Ouais, mais ça n'aurait aucun intérêt. Hein. Ça non. Ouais. Mais... Ça, non. Voilà. Par contre, des spin-offs, genre refaire la Tour Sombre, mais façon Andy Muschietti... Refaire bien, il y a une série qui est prévue pour la Tour Sombre. Voilà, très bien. Tu vois, des trucs comme ça, oui, totalement. Sinon, non, faire une suite, il n'y a pas d'intérêt. Bon, faites-vous votre propre avis. Voilà. Moi, en tout cinéma. cas, j'ai vraiment adoré. Ouais. Et je sais qu'on est plusieurs dans mon cas, malgré que... On est aussi plusieurs dans mon cas. Malgré que sur Internet, les gens, ils le descendent un peu. Bah non, c'est pas qu'ils le descendent, c'est que c'est leur avis. Après, on peut... ils le descendent quand même. Oui, c'est normal. Les gens qui vont pas aimer, ils vont le descendre. Et les gens qui l'ont aimé... Ils vont le monter, c'est normal. Chacun défense... cherche son chat. Tu vois, c'est pas un film comme Annabelle 3 ou Hellboy où... Ah non, même si c'est le même scénariste... Ouais, non, c'est clair. Gary Dob On est quasiment tous unanimes pour dire que c'est de la merde. Là, non, il y a une grosse... Alors, c'est la différence, j'ai regardé, on va faire une conclusion très très longue, hein, c'est que sur le premier, il y avait 4 scénaristes. Sur celui-là, il n'y en avait qu'un. C'était Gary Doberman. Alors peut-être que ça explique aussi... Peut-être le mauvais choix. Hein. Ouais. Il y avait un Montréal, en tout cas. C'était Huntress. Oula, c'est tard, je suis fatigué. On va vous laisser voir le programme du cinéma. Bon, allez, je vais me coucher. Ciao. Allez, ciao. Au programme de votre cinéma municipal, Marcel Pagnol, retrouvez ce mois-ci sa chapitre 2, le dernier volet de la saga du clown Gripsou. Retrouvez également Scary Stories, Dora et la cité perdue, La vie scolaire, Roubaix, une lumière, Le voyage de Martha et enfin l'affaire Pasolini. A noter que le vendredi 27 septembre à 19h30, une soirée spéciale ciné-culte où l'on diffusera, présenté par l'association Version Longue, Apocalypse Now, la Final Cut. Prochainement dans votre cinéma, vous retrouverez des films comme La chute du président, Joker, Ad Astra et plein d'autres. Vous pourrez retrouver le programme à l'accueil de votre cinéma et nous vous disons à très bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol. Ah ça je peux te garantir que je le mettrai à la fin.